Bonjour et bienvenue dans cette visite de l'écloserie. Nous sommes à Brazzaville chez mon ami Guy. Vous avez ici les deux étudiantes qui ont fait la formation sur la reproduction artificielle du clarias. Donc nous rentrons maintenant dans le laboratoire pour voir comment les choses se font. Donc suivez-nous. Ok. Ok, alors Monsieur Guy, nous sommes chez toi. Alors, ce que nous avons appris déjà au niveau théorique, on sait que ça commence par les géniteurs. Hein, pour reproduire, ça commence par les géniteurs. Est-ce que tu en as ici ou encore là où tu les loges, ces géniteurs-là? Est-ce qu'il y a un bac spécial au niveau des géniteurs? C'est ça d'abord que nous voulons connaître. Oui, je dirais merci, Monsieur Jean-Cyr, et je vous souhaite en même temps le bienvenu avec les amis et étudiantes qui sont là. Donc, bon, mais je dirais que pour les géniteurs, c'est vrai, on a des bacs, pas seulement un bac spécial. On a, je crois, 4 bacs dans lesquels nous stockons les géniteurs, que nous utilisons en tour de rôle dans la reproduction, dans le processus de reproduction. Et voilà. D'accord, ok. Donc, vous avez les bacs des géniteurs dans le processus de la reproduction, mais après, une fois que, pour faire l'opération elle-même, qui consiste au prélèvement de l'hypophyse, nous savons qu'il y a 2 opérations. Commençons d'abord par le prélèvement de l'hypophyse. Est-ce que vous le faites ici, là, et est-ce que vous avez le matériel approprié? Est-ce que vous avez des bacs appropriés? Bon, je dirais oui. Je dirais oui pour le prélèvement de l'hypophyse, c'est vrai, mais très souvent, moi, je n'en pratique pas. Je n'en pratique pas parce que j'ai déjà les hormones déjà préparées pour ça, donc les ovulines, les ovaprimes, et j'en ai déjà, c'est ce qui fait que je ne passe pas par cette méthode d'extraction de l'hypophyse. Mais au cas où je suis en difficulté d'obtention des ovules, et comme on appelle des ovaprimes, donc de l'ovule de cet organe-là, eh bien, je fais ce travail. Ok. Maintenant, quand vous faites avec l'ovaprime, bon, j'imagine que vous avez injecté l'ovaprime et après, il faut prélever les gonades chez le mâle pour arriver à la fécondation. Après, extraction, évidemment, des ovocytes chez la femelle. Donc, la fécondation proprement dite, est-ce que vous avez un process que vous utilisez ici pour arriver à faire la fécondation, ensuite avoir les œufs et tout ce qui va avec? Oui, j'ai des petits bocals. J'ai des bocals que j'utilise. Voilà, ce sont ces bocals-là. Une fois que j'extrais les ovules, on les met là, dans ces bocals. Et après, prendre, hein? Ah oui. Nous avons aussi le glucosé, de substances salées, pour pouvoir permettre aux organes mâles de pouvoir bien faire le travail de fécondation des ovules. Okay. Et voilà, donc on fait tout ce processus-là. Et après, on a des supports. On a des supports sur lesquels on place ces ovules-là, plutôt ces œufs, parce qu'une fois fécondés, c'est déjà des œufs. Oui. Et après, on les met dans les bocals blancs que vous voyez là. Oui. Donc, on a des supports qui sont quelque part dans un bol quelque part, sur lesquels on agriffe ces ovules-là, parce qu'à un moment donné, elles deviennent collants. Oui. Ces ovules, ces œufs-là s'agriffent là-dessus, et après, on fait une répartition dans ces bacs. On fait la répartition dans ces bacs et on fait couler l'eau par goutte ou par petite quantité au fur et à mesure qu'il y ait l'éclosion. Voilà pourquoi la présence de ce cubique pour ce réservoir d'eau, et en petite quantité on fait circuler l'eau, parce qu'il faut faire circuler l'eau, parce que d'abord quand ces œufs-là sont en train de vouloir se clore, il y a une pression.
il y a une pression qui se dégage, qui fait que parfois ça influence l'eau. Ça influence l'eau. Donc, ce process-là prend de l'oxygène aussi. Ça prend aussi de l'oxygène. Et du coup, il faut faire circuler l'eau pour pouvoir apporter de l'oxygène en temps réel. Donc, il y a la circulation d'eau et j'ai aussi une pompe à oxygène qu'on place. On a des pompes à oxygène et on a des diffuseurs. Donc, dans chaque bac, il y a des tuyaux qui viennent pour pouvoir renforcer de l'oxygène au fur et à mesure que le travail se fait. Ok. Donc, Alors, voilà. si je comprends bien, tout, je peux appeler ça des bacs, hein, que je vois ici, là. Ou des incubateurs, s'il faut. Ok. On peut appeler ça des incubateurs. Ok. Maintenant, une fois qu'il y a l'éclosion, dès qu'il y a l'éclosion, et ces œufs déjà éclos Oui. quittent les supports. Oui. Donc, par les mouvements d'éclosion qu'ils font, de naissance, là, Oui. la colle va quitter, parce qu'il se décolle des supports et ils tombent au fond. Ok. Ils partent au fond et à un moment donné, il y a un pipettage qui se fait. On fait le pipettage de tous ceux qui sont nés en premier, on peut faire une récolte de tout cela et après cela, on prend rien que ceux qui sont nés pour les déverser dans le gros bassin que nous avons ici. On les déverse ici. Donc, bon, maintenant, la quantité à mettre est un peu, comment on appelle, vous observez, enfin, c'est un peu aléatoire. Voilà, c'est aléatoire. Vous dites, bon, mais par rapport à la quantité que j'ai déjà recueillie, Oui. une estimation, voilà, vous faites une estimation Oui. par rapport à ce que vous avez recueilli, Oui. vous mettre ici. Mais sinon, vous pouvez mettre ici un 5000 sujets, ici dans chaque bac. Donc, Et là déjà, parce que on sait que les larves, quand ils naissent, ils ont des petites poches. Ils ont des petites poches. Ça veut dire que avant de les passer d'ici à là-bas, ils doivent déjà traverser cette étape-là. non, non. Là, dès qu'il y a l'éclosion, Oui. parce qu'il faut tenir compte des œufs non fécondés. Oui. Il y a toujours des œufs non fécondés qui ne vont pas éclore Oui. et qui vont commencer à se décomposer. Oui. Si vous gardez ces alevins déjà nés ici dans ce même bac et qu'il y ait ces œufs-là qui se décomposent, c'est vrai qu'il y a échange d'eau continu, mais ça peut infecter les petits qui sont là. Oui. Donc c'est ce qui fait que dès qu'il y a naissance, ceux qui naissent déjà là, ceux qui naissent déjà, nous on les écarte de ces œufs-là qui ont... C'est ça le siphonnage dont on parle. Voilà. Okay. Donc, bon, ça, c'est un siphonnage, c'est aussi un siphonnage, oui, mais là, il s'agit de prendre ces petits-là, les mettre à l'abri de décompositions qui peuvent s'avérer être après suivies de la pression de l'éclosion. Okay. Maintenant, l'autre siphonnage dont vous parlez, c'est quand vous nourrissez. Vous nourrissez, il y a de l'aliment qui le prennent, mais il y a encore un reste qui ne le prennent pas. Et c'est ça qui se dépose au fond du bassin. Et qu'il faut de temps en temps enlever parce qu'il se décompose aussi. Et toute décomposition prend de l'oxygène. Et ça entraîne la présence de l'ammoniac, voilà. Et donc, c'est voilà un peu ce qui se fait. Alors, tout à l'heure, quand tu parlais des gouttes d'eau qui tombent ici, il y a l'aspect oxygénation et tout ça là, parce que nous savons que ces êtres-là, tellement ils sont petits, donc le moindre problème au niveau de la qualité de l'eau et tout ça là, ça pose problème. Donc ce dispositif déjà prend en compte tout ça là. Oui. Donc on a déjà réfléchi sur tous ces paramètres-là, comment échanger l'eau, et donc ça c'est un cubiténaire de 500 litres, donc 500 litres. Nous disons qu'avec le petit circuit de recirculation d'eau, ça peut prendre toute une nuit. Toute une nuit. Maintenant au cas où ça vide, et on a des mécanismes, on a un puits où il y a une pompe immergée et qui on active et il recharge. Et donc on a l'eau continue. D'accord. Alors, comme on est avec les futures reproductrices, là, est-ce que vous avez des questions à poser à Guy? À quel moment on utilise l'oxygénateur? L'oxygénateur. Bon, l'oxygénateur, d'abord, il a pour rôle de pomper de l'oxygène. Et il pompe de l'oxygène quand il y a des sujets qui en ont besoin. C'est quand il y a des petits qui ont besoin d'oxygène ou on leur pompe de l'oxygène. Donc, toutefois qu'il y a des petits, il faut utiliser l'oxygénateur.
Parce que c'est dans une maisonnette, et voilà, il y a carence d'air, il y a tout ce qui va avec. Et entre-temps, il peut arriver qu'il n'y a pas d'électricité aussi. Oui, Ça aussi, oui, il faut. c'est la question que j'allais poser. C'est des petites pompes qui fonctionnent avec de l'oxygène. Et plutôt avec de l'électricité. Avec l'électricité, oui. Au cas où il n'y a pas l'électricité, tu fais quoi? Oui. Si tu ne dépendais que de ça. Et tu perds donc toutes tes petits. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, d'où l'échange le change continu de l'eau est aussi important. Ah, d'accord. Voilà. On suppose que l'eau peut couler même s'il n'y a pas d'électricité. S'il n'y a pas l'oxygène, plutôt l'électricité avec le jeu. Donc, vous jouez avec l'échange de l'eau. D'abord, le choc de tomber de ces gouttelettes-là font fixer l'oxygène de l'air. L'oxygène de l'air. Donc, ça, c'est aussi un autre mécanisme pour pouvoir réguler l'oxygène. Bon, on venait d'acheter l'oxymètre. Quand on se mettra au travail avec vous, on pourra calculer le taux de l'oxygène dessous dans des bassins et pour voir s'il est en manque ou voilà. Donc, bon, mais même si on surplus, c'est même mieux. C'est qu'on crée, c'est beaucoup plus le manque. Le manque. Et là, c'est des petits thermomètres. C'est des petits thermomètres pour évaluer la température de l'eau. Voilà, ça, on met dans l'eau. Il nous donne la température qui s'y trouve. Maintenant, on voit ça où? Ça s'affiche où la température? Bon, je sais qu'il y a des petits... Oui. Bon, mais là, il est encore... Là, il y a des chiffres, là, je vois. Oui, c'est des chiffres. Il y a des graduations. Il y a des graduations. Bon, là, il est à 0, il est pratiquement... Mais sinon, le truc, la partie rougeâtre, là, devait descendre et se limiter au niveau, voilà. Là, il n'est pas dans l'eau, il est juste... Ah oui, normalement. Pour que ça puisse donner, il faut que ça rentre... Vous secouez, tout revient à 0 et vous mettez dans l'eau, il vous donne la température de l'eau. Et ça, on peut dire que vous avez acheté ça à Brazzaville ou bien c'est des commandes? Non, ça c'est pas Brazza. Ça, c'est pas Brazza. Bon, mais c'est des trucs, c'est déjà des failles qui se font voir. Donc, vous qui êtes là, s'il faut créer une petite maisonnette pour vendre tous ces petits accessoires liés à la production aquacole, c'est une bonne chose. Même les épousettes là-bas sont importées, on n'en a pas ici. Alors ça c'est quoi? Ça sert à quoi? Bon, ça c'est une pipette. Donc ça me permet de récupérer les larves qui partent au fond là. Avec ça, quand j'appuie, ça revient, il rentre dedans. Je mets dans un bol et après je déverse de l'autre côté. Et donc je siphonne, je suis là et voilà. Vous voyez comment c'est méticuleux à l'être. Est-ce qu'on peut avoir les pertes? Est-ce qu'on peut tuer les larves à travers oui. Ici, je ne pense pas. Parce qu'il y a une règle, c'est que le poisson se manipule dans l'eau. Le poisson se manipule dans l'eau. Donc, avec ça, je prends et les larves et l'eau. Quand j'appuie, il ressort, mais quand je laisse, il a tendance à tirer. Et les larves et l'eau. Et je déverse là où il faut les mettre. Par rapport à la différence de, comment on appelle, de l'épuisette, avec l'épuisette, laisse l'eau. Tu vas les prendre, mais à un moment donné, tu vas le traîner à vide sans eau pour aller mettre encore dans l'eau. Et là, il y a un choc. Surtout quand l'eau d'ici et l'eau de là où ils partent n'ont pas le même pH, n'ont pas la même température, il y a un choc thermique. Et là, tu perds tes larves. Mais ici, je prends avec l'eau d'ici, je mets dans un bol, je viens, je mets dans le bassin où ils vont aller, tout en prenant d'abord le peu d'eau de ce bassin-là, qui revient encore vers mon gobelet ou mon bol. Quelques secondes, il y a déjà une accommodation qui se fait, ils s'habituent déjà avec la nouvelle eau qui arrive, et quand je le laisse, ils ne sont pas surpris. Donc voilà. Comment vous faites pour vider les larves qui n'ont pas éclosé? Oui, mais ici, une fois que toutes les larves éclos partent au fond, je les récupère. Maintenant, le reste, c'est le petit chiffon qui va rester avec ses saletés. Je peux les secouer ou aussi les sortir de là. Parce que quand je les soulève,
je mets peut-être dans un seau, j'agite, et les œufs non fécondés qui ont tendance à pourrir déjà va avec les autres trucs. Et j'ai la facilité de repérer les quelques-uns de vivants qui sont restés, de les récupérer et les mettre à l'abri, et à la fin, prendre cette eau-là, déverser à l'extérieur. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, mais après, on s'est juste arrêté au niveau qu'ils seront transportés de l'autre côté. Après, alors, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Voilà. Il y a un paramètre que M. Cyr a soulevé là. C'est celui de la résorption de sac vitellin. La levain, lorsqu'elle est née avec un réserve d'aliments. Il y a un petit sac de couleur jaunâtre ici. Et lorsque le sac là est encore là, sa petite bouche est encore fermée. C'est lorsque le sac sèche ou qu'il se vide que la bouche s'ouvre. Donc, quand je les prends pour les mettre là-bas, c'est pour attendre cette période de résorption de vitellus, qu'ils résorbent ce réserve d'aliments et que la bouche s'ouvre.